tous et à toutes. Merci pour l'invitation pour vous parler donc de cette thématique de silice cristalline et de vascularité en cas qui était le sujet de ma thèse. En introduction, je voulais vous rappeler, en tout cas que dans le monde néphrologique, on sépare volontiers les vascularites à ANCA en fonction de leur profil sérologique, avec des vascularites anti-PR3 volontiers associées à des atteintes pulmonaires et ORL, et les vascularites anti-MPO qui, elles, vont être surtout associées à des atteintes rénales, dont des atteintes rénales isolées. Au niveau physiopathologique, il y a un certain nombre de voies qui sont impliquées, mais avec au centre de celle-ci le priming des polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire l'expression à leur surface des antigènes MPO et PR3, qui vont pouvoir ensuite être reconnus par les ANCA et s'activer. Et ce priming des polynucléaires neutrophiles va se faire via diverses voies inflammatoires, stimuli inflammatoires, dont les origines sont parfois connues. C'est l'exemple des vascularites induites par la prise de médicaments, des infections, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des facteurs environnementaux suspectés, dont la silice cristalline fait partie. Et je voulais vous présenter juste très rapidement les différentes formes de silice qui existent, avec la silice sous forme combinée, dont l'amiante fait partie, qu'on connaît bien, et sous forme libre, avec d'un côté la silice amorphe qui, elle, n'est pas associée, en tout cas pour ce qu'on sait avec les vascularites en cas, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui peut être associée à des atteintes rénales, et la silice cristalline, dont l'exposition se fait par voie respiratoire, par l'inhalation de particules de poussière de roche jusque dans les alvéoles pulmonaires, et avec un certain nombre de professions exposantes, principalement représentées en France par le secteur de la construction. C'est l'exemple classique des maçons. Et on estime qu'en France, l'exposition va toucher environ 950 000 salariés et dans le monde jusqu'à 230 millions de personnes, ce qui représente un enjeu de santé publique relativement important, puisque donc la silice cristalline, on le sait, elle est associée à des maladies comme la silicose, le cancer bronchopulmonaire et au niveau auto-immun, en tout cas ce qui est bien reconnu, la sclérodermie et la polyarthrite rhumatoïde. Et pour ce qui est de son association avec les vascularites en cas, on a quand même des données qui suggèrent cette association, avec ici des études épidémiologiques toutes deux réalisées en Asie, qui montraient une augmentation claire de l'incidence de survenue des vascularites en cas, faisant suite à la survenue de tremblements de terre, qui sont des phénomènes géologiques associés à une intense exposition aux poussières de silice cristalline. Une étude ici française qui montrait une association spatiale entre une prévalence augmentée des vascularites en cas et le fait d'habiter proche de carrières de pierre, qui sont des sources d'exposition classiques, mais plus rares à la silice cristalline. Et puis globalement, des données épidémiologiques qui montrent une prévalence d'exposition assez importante chez les patients atteints de vascularité en cas, de 20 à 50% chez ces patients, et une estimation de l'augmentation du risque de développer une vascularité en cas d'exposition de 3 à 7 fois celui de la population générale. Ça reste des données sur des études de robustesse modérée. Et au niveau physiopathologique, on sait que cette silice cristalline, elle va jouer sur l'immunité innée avec une activation des polynucléaires neutrophiles, la formation des NETs qui donc favorise l'exposition à la MPO, la PR3 et la libération de properdine, et surtout une action macrophagique avec l'activation de l'inflammasome via NLRP3, la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et finalement une accumulation de corps apoptotiques qui vont pouvoir être reconnus par les cellules présentatrices d'antigènes. Et à côté de cette action sur le système inné, on a également une activation du système immunitaire acquis avec une altération de la balance des lymphocytes T régulateurs vers les lymphocytes T activés et une production d'auto-anticorps dont les ANCA font partie via des lymphocytes B autoréactifs. Une question qui n'avait pas encore été vraiment élucidée, c'est si cette exposition à la silice cristalline pouvait impacter directement la présentation et l'évolution de ces vascularites en cas. On sait que
Chez, par exemple, les patients avec une sclérodermie, on aura des formes plus sévères, plus difficiles à contrôler. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, on a voulu faire une étude rétrospective, observationnelle, dans notre centre de néphrologie à Bordeaux, sur une période d'inclusion qui allait de 2008 à 2024. Et c'était bon, les objectifs, c'était exploratoire. Hein, c'était d'abord d'essayer de voir s'il y avait une influence de l'exposition professionnelle à l'acide cristalline sur des patients atteints de vascularité en cas avec une atteinte rénale. En ce qui concerne la présentation initiale de la maladie, le pronostic rénal et le risque de rechute. Et puis voir dans un second temps également si des paramètres d'exposition comme la durée d'exposition à l'acide cristalline et le fait de poursuivre une exposition une fois la vascularité déclarée pouvaient également impacter la maladie. Les critères d'inclusion ils étaient plutôt simples. C'était des patients qui devaient avoir une néphropathie en cas qu'elle soit confirmée par biopsie rénale ou présumée et avoir des encas dosables dans le sang et des critères d'exclusion qui étaient en tout cas ceux qui avaient une positivité également associée des anticorps antimembrane basale glomérulaire. On sait que c'est peut être des maladies associées et des vascularites considérées comme secondaires à d'autres pathologies. Finalement, sur les 110 patients qu'on a inclus, il y en avait à peu près un tiers dans le groupe exposé, donc une prévalence à peu près celle qu'on retrouve dans les études épidémiologiques. Pour ce qui était de la cohorte globale, il n'y avait pas trop de surprises, des patients plutôt avec des encas anti-NPO, mais concordants avec le recrutement néphrologique. Et près de 80% des patients avaient bénéficié finalement d'une biopsie rénale au diagnostic de leur vascularite et les traitements sans surprise également d'induction et d'entretien. Donc finalement, quand on a comparé les patients exposés aux non exposés au diagnostic, on s'est rendu compte que les patients exposés étaient quasiment tous des patients avec des encas anti-NPO et qu'ils présentaient des vascularites moins systémiques avec une prédominance significative d'atteinte rénale isolée. Et dans notre cohorte, les 2 tiers des patients qui avaient une atteinte rénale isolée de leur vascularite étaient des patients exposés à l'acide cristalline. En ce qui concerne les résultats de biopsie rénale au diagnostic, les patients exposés présentaient donc moins de glomérules normaux, mais surtout plus de glomérules scléreux, de la fibrose interstitielle rénale chronique plus étendue et des lésions vasculaires chroniques plus sévères, tout en sachant qu'on a quand même ajusté sur les facteurs classiques, le diabète, l'hypertension, le tabagisme. Et ça se traduisait par des scores pronostics néphrologiques que nous on utilise volontiers, mais plus sévères chez les patients exposés. Et au cours du suivi, on s'est aperçu donc que cela se traduisait par une survie rénale significativement réduite chez les patients exposés, avec des survies rénales médianes de 13 ans dans le groupe non exposé, contre 5 ans dans le groupe exposé, tout en sachant qu'il n'y avait aucune différence entre les deux groupes sur les types de traitements reçus, les taux de rémission obtenus, les taux de rechute ou encore les taux de décès. Et ça restait significatif, y compris après ajustement sur la fonction rénale au diagnostic, les lésions histologiques au diagnostic ou encore le type d'encas. Quand on a voulu comparer les patients exposés entre eux en fonction de la durée d'exposition, on s'est aperçu que alors chez les patients qui avaient une durée d'exposition, enfin en dessous de 26 ans d'exposition, en fait, chaque année supplémentaire d'exposition était associée à une augmentation du risque de l'extension de la glomérulosclérose et de la fibrose interstitielle rénale chronique, donc comme si la CIDIS avait une action directement, y compris sur le tissu rénal, sans passer forcément par l'action de la vascularite. Et puis, par contre, bon, au-delà de 26 ans d'exposition, les lésions chroniques semblent déjà fixées et les années supplémentaires d'exposition ne semblaient plus influencer leur sévérité. Et toujours chez les patients exposés, encore plus intéressant, mais avec un nombre de patients assez faible, en tout cas ceux qui poursuivaient leur exposition après le début de la maladie, présentaient une incidence cumulée de rechute significativement plus importante que les patients qui l'arrêtaient au moment du diagnostic. Et ça, y compris en ajustant sur beaucoup d'autres paramètres qui auraient pu également influencer leur risque de rechute.
Donc finalement, ce que notre étude semble suggérer, malgré toutes les limites de notre étude rétrospective de faible effectif, que les patients atteints d'une néphropathie en cas qui sont exposés professionnellement à l'acide cristalline, sans présenter des vascularites plus fréquemment anti-MPO avec atteinte rénale isolée, des lésions histologiques rénales chroniques plus sévères au diagnostic et un moins bon pronostic rénal sur le long terme. Deuxièmement, que la durée d'exposition à l'acide cristalline semblerait être corrélée de façon assez précoce à la sévérité des lésions histologiques rénales chroniques. Et enfin, que la poursuite de l'exposition après le début de la maladie pourrait être un facteur de risque de rechute de la vascularite chez ces patients. En discussion hyper rapide, je voulais vous présenter les résultats de cette étude de 2024, donc, qui a montré en fait que chez des souris chez qui on injecté des encas anti-MPO associés à un second stimuli. Ces souris en fait développaient des formes différentes de vascularite. Par exemple, quand on leur injectait de façon concomitante le virus de la grippe, elles développaient des vascularites volontiers type MPA avec atteinte rénale isolée. Tandis que chez celles où on injectait des allergènes type acarien, elles développaient des atteintes également associées pulmonaires type GEPA. Donc la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que la silice cristalline n'agit pas finalement aussi également comme un stimuli chez ces patients qui développent une vascularité en cas et qui développeraient finalement des vascularites préférentiellement anti-MPO et avec atteinte rénale préférentielle. Voilà, merci beaucoup.